Imaginez un instant que vous êtes un policier chevronné. 20 ans de carrière derrière vous. Vous avez tout vu. Les homicides, la misère humaine, les pires recoins de la criminalité. Ce matin du 30 juin 2026, la chaleur est déjà lourde à Hamden, un petit village du comté de Venton, dans l'Ohio. Moins de 1000 habitants. Des rues calmes. Des jardins bien entretenus. Votre mission du jour paraît presque banale. Exécuter un mandat d'arrêt visant un homme de 36 ans, Gary Siders Jr., recherché après une affaire d'indécence publique survenue quelques semaines plus tôt. Vous remontez Homer Street. Devant vous se trouve une maison qui semble négligée, mais rien qui ne paraisse totalement hors norme dans cette région rurale des États-Unis. Vous montez les marches du porche. Vous frappez à la porte. À cet instant précis, vous ignorez que vous êtes sur le point de mettre au jour l'un des cas de maltraitance infantile les plus troublants de l'histoire récente de l'Ohio. Vous ignorez qu'en franchissant le seuil de cette maison, vous ne découvrirez pas seulement un suspect recherché par la justice. Vous allez découvrir 16 enfants et adolescents qui ont grandi presque entièrement hors du regard de la société. Des enfants sans scolarisation, sans véritable suivi médical, pratiquement invisibles aux yeux des institutions. Quelques jours plus tard, le procureur général de l'Ohio décrira cette affaire avec des mots glaçants. L'esprit maléfique pur. Comment 16 enfants ont-ils pu grandir dans de telles conditions sans que personne n'intervienne? Comment une famille entière a-t-elle pu disparaître du radar pendant des années? Et surtout, qu'ont vécu ces enfants derrière les murs de cette maison? Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'affaire de la famille Siders. Lorsque la porte de la maison d'Homer Street s'ouvre ce 30 juin 2026, la première chose qui frappe les adjoints du shérif n'est pas une image. C'est une odeur, une vague suffocante qui semble sortir directement de la maison. Une odeur de déchets accumulés, de nourriture en décomposition, d'excréments et d'ammoniac si intense qu'elle coupe presque la respiration. Les policiers pénètrent à l'intérieur. Leurs lampes balaient les murs. Des mouches tournent dans l'air stagnant. À chaque pas, leurs bottes s'enfoncent dans un mélange de détritus, de restes alimentaires et de saletés accumulées depuis des années. Le spectacle est indescriptible. Le sol est recouvert d'ordures. Les murs sont maculés de crasse. Des couches usagées jonchent certaines pièces. Plus tard, lors d'une conférence de presse, le shérif du comté déclarera que de nombreux agriculteurs de la région offrent de meilleures conditions de vie à leur bétail que celles découvertes dans cette maison. Mais le pire reste à venir. Alors qu'ils progressent dans le couloir, les policiers entendent des bruits étouffés, des chuchotements, des mouvements précipités, des sons étranges qu'ils ne parviennent pas immédiatement à identifier. Au fond de la maison se trouve une petite pièce d'environ 3,60 m sur 3,60 m. Une pièce sombre, exiguë, presque sans espace libre. Lorsque les faisceaux lumineux des lampes torches éclairent l'intérieur, les agents se figent. Des enfants, partout, entassés les uns contre les autres au milieu des immondices. Le comptage commence. 1, 2, 5, 10, puis 16. 16 frères et sœurs âgés de seulement 18 mois à 18 ans. Certains sont des jumeaux. Tous vivent dans cet environnement insalubre, confinés dans un espace minuscule. Et le plus troublant n'est pas leur nombre, c'est leur réaction. Aucun ne se précipite vers les policiers, aucun ne demande de l'aide, aucun ne semble comprendre ce qui est en train de se passer. À la lumière des lampes, plusieurs se recroquevillent dans les coins de la pièce. D'autres se cachent derrière leurs frères et sœurs. Certains ne communiquent que par quelques sons ou quelques gestes. Les enquêteurs décriront plus tard une scène surréaliste. Plusieurs enfants leur donnent l'impression d'avoir grandi presque totalement coupés du monde extérieur. Leur capacité à communiquer est extrêmement limitée. Certains semblent terrorisés par la simple présence d'inconnus. La plus âgée du groupe, une jeune fille de 18 ans, attire rapidement l'attention des secouristes. Les médecins constateront qu'elle présente d'importants retards de développement liés à des années de négligence, de malnutrition et d'isolement. Lorsque les autorités lui demandent son identité, elle est incapable d'épeler correctement son propre nom. Elle ne sait pratiquement rien du monde extérieur. Et plus les enquêteurs avancent, plus l'ampleur de la situation devient effrayante.
Les voisins affirmeront plus tard qu'ils ignoraient presque totalement la présence de ces enfants. Certains vivaient à proximité depuis des années sans jamais les voir jouer dehors, se rendre à l'école ou simplement circuler dans le quartier. Les autorités découvrent également qu'aucun des 16 enfants n'était scolarisé dans les établissements locaux, sans enseignants, sans suivi régulier, sans véritable contact avec la société, comme si une famille entière avait vécu cachée derrière les murs de cette maison. L'urgence devient alors absolue. Les visages des enfants sont émaciés. Plusieurs présentent des signes évidents de malnutrition, de déshydratation et d'infection. L'opération de police se transforme en mission de sauvetage. Les radios s'affolent. Des ambulances convergent vers Hamden. Des hélicoptères médicaux sont appelés en renfort pour transporter les cas les plus graves vers des centres hospitaliers spécialisés. Parmi les 16 enfants, plusieurs nécessitent une prise en charge immédiate. Certains sont dans un état si préoccupant qu'ils doivent être transférés d'urgence vers des unités de soins intensifs pédiatriques. Quelques jours plus tard, le procureur général de l'Ohio, Andy Wilson, prononcera une déclaration qui résume à elle seule l'horreur de la situation. Selon lui, si les policiers n'étaient pas entrés dans cette maison ce jour-là, si le mandat d'arrêt avait été exécuté seulement 24 heures plus tard, plusieurs de ces enfants n'auraient probablement pas survécu. Ce que les autorités venaient de découvrir n'était pas simplement un cas de négligence. C'était une catastrophe humaine qui se déroulait dans le plus grand secret depuis des années, à quelques mètres seulement de voisins qui n'avaient jamais imaginé ce qui se passait derrière ces murs. Pendant que plusieurs hôpitaux et pris en charge par des équipes médicales spécialisées, les enquêteurs poursuivent leur constatation à l'intérieur de la maison. Équipés de combinaisons de protection, ils documentent méthodiquement chaque pièce. Très vite, une évidence s'impose. Il ne s'agit pas d'une situation récente. Tout indique que ces conditions de vie se sont installées progressivement pendant des années. La maison est envahie par les détritus. Les déchets s'accumulent dans plusieurs pièces. Le réfrigérateur contient des aliments en état de décomposition. Des excréments humains sont présents à différents endroits de l'habitation. Les matelas sont souillés et plusieurs enfants semblent avoir partagé les mêmes couchages dans des conditions insalubres. Au fil des heures, les premiers examens médicaux viennent confirmer les craintes des autorités. La plupart des enfants présentent des signes de malnutrition, de déshydratation et de graves carences. Plusieurs souffrent d'infections nécessitant une prise en charge immédiate. Certains sont si affaiblis qu'ils sont transférés dans des centres de traumatologie de niveau 1 par hélicoptère. Au total, 7 enfants sont hospitalisés, dont 2 dans un état particulièrement préoccupant. Après des années passées presque entièrement coupées du monde extérieur, certains ne savent pratiquement pas communiquer. D'autres ne semblent pas comprendre des gestes aussi simples que tendre la main, s'asseoir à une table ou répondre à une question. Les autorités expliqueront que leur comportement évoque celui d'enfants ayant grandi dans un isolement extrême. Les policiers interpellent les 4 adultes présents dans la maison. Gary Sider Sr., 73 ans. Christina Siders, 67 ans. Leur fils, Gary Siders Jr., 36 ans. Et son épouse, Elizabeth Siders, 33 ans. Les 4 membres de la famille sont conduits au centre de détention du comté. Quelques heures plus tard, le procureur annonce les premières poursuites. Chacun est inculpé de 16 chefs d'accusation de mise en danger d'enfants, des crimes au second degré selon la législation de l'Ohio. Les enquêteurs estiment que les sévices et la négligence ont provoqué de graves atteintes physiques chez les victimes. Tous plaident non coupables lors de leur première comparution et une caution de 300 000 $ est fixée pour chacun d'eux. Très vite même, une telle tragédie a-t-elle pu passer totalement inaperçue? Les autorités découvrent qu'aucun des 16 enfants n'était scolarisé et qu'ils avaient échappé pendant des années aux contrôles médicaux et administratifs. Les enquêteurs écartent rapidement la piste de la traite d'êtres humains. Tout indique qu'il s'agit d'un drame entièrement familial. Comment 4 adultes ont-ils pu considérer une telle existence comme normale? Pour répondre à cette question, il faut remonter plusieurs années en arrière et s'intéresser à l'histoire de cette famille.
Pour comprendre l'affaire Siders, il faut abandonner l'idée d'un seul bourreau. Les enquêteurs décrivent une dynamique familiale où plusieurs générations semblent avoir participé ou au minimum accepté un mode de vie totalement coupé du reste de la société. Au sommet de cette famille se trouve Gary Siders Sr., 73 ans, et son épouse Christina, 67 ans. Puis viennent leurs fils, Gary Siders Jr., 36 ans, et sa femme, Elizabeth Siders, 33 ans. C'est Gary Siders Jr. qui attire initialement l'attention des forces de l'ordre après une affaire d'indécence publique. Mais très vite, les enquêteurs comprennent que ce mandat d'arrêt n'a fait que révéler un système familial beaucoup plus profond. Parmi les 4 adultes, une personne intrigue particulièrement les observateurs, Elizabeth Siders. Lors de sa première comparution devant la justice, elle apparaît en larmes, silencieuse, presque incapable de regarder autour d'elle. Son avocat va alors dévoiler un élément qui pourrait éclairer son parcours. Selon lui, Elizabeth avait seulement 15 ans lorsqu'elle a quitté sa famille pour épouser Gary Siders Jr., alors âgé d'une vingtaine d'années. À partir de ce moment-là, elle aurait progressivement été coupée de son entourage et du monde extérieur, vivant presque exclusivement au sein du clan Siders. Elizabeth est-elle uniquement l'une des responsables de cette affaire? Ou a-t-elle, elle aussi, été victime d'un système d'emprise qui l'a enfermée pendant près de 20 ans? À ce stade de l'enquête, personne ne peut répondre avec certitude. Une chose, en revanche, ne fait aucun doute. Pendant toutes ces années, 16 enfants ont grandi dans un environnement où l'isolement, la négligence et la privation semblaient être devenus la norme. Et c'est précisément ce fonctionnement familial que les enquêteurs vont désormais tenter de comprendre. Pour les enquêteurs et les spécialistes qui analysent l'affaire au cours de l'été 2026, une question demeure particulièrement troublante. Comment 4 adultes ont-ils pu vivre pendant des années au milieu de 16 enfants visiblement en détresse sans que personne ne mette fin à cette situation? À ce stade de l'enquête, les autorités n'ont pas encore livré toutes les réponses. Mais plusieurs éléments semblent déjà se dessiner. D'abord, l'isolement. Au fil des années, la famille Siders paraît s'être progressivement coupée du reste du monde. Les enfants ne fréquentaient pas l'école. Ils avaient très peu de contact avec l'extérieur. Les voisins les voyaient rarement, voire jamais. Dans un environnement aussi fermé, les repères habituels disparaissent. Lorsque personne ne vient remettre en question ce que vous vivez, lorsque le seul modèle auquel vous êtes exposé est celui de votre propre famille, même les situations les plus anormales peuvent finir par paraître ordinaires. Pour les 16 enfants, la maison d'Homer Street représentait probablement l'intégralité de leur univers. Ils n'avaient aucun point de comparaison, aucun camarade de classe, aucun enseignant, aucun adulte extérieur capable de leur montrer qu'une autre vie existait. Les enquêteurs tentent également de comprendre le rôle joué par chacun des 4 adultes, car l'affaire Siders ne ressemble pas au schéma classique d'un unique bourreau agissant dans l'ombre. Ici, plusieurs générations semblent avoir participé ou au minimum toléré un système qui s'est installé au fil du temps. Gary Siders Jr. menait pourtant une existence qui paraissait relativement ordinaire à l'extérieur. Selon les informations disponibles, il effectuait notamment des livraisons pour DoorDash et croisait régulièrement d'autres habitants de la région. C'est ce contraste qui fascine aujourd'hui les observateurs. Comment une famille capable d'interagir avec le monde extérieur a-t-elle pu simultanément maintenir 16 enfants dans des conditions aussi extrêmes? Les réponses viendront peut-être lors du procès. Mais une chose est déjà certaine. L'isolement a joué un rôle central dans cette tragédie. Et plus les enquêteurs avancent, plus ils découvrent à quel point cet isolement a permis à la situation de perdurer pendant des années. Très vite, une autre question provoque l'indignation à travers tout le pays. Comment 16 enfants ont-ils pu passer sous le radar des institutions américaines? Comment une situation aussi dramatique a-t-elle pu rester invisible pendant si longtemps? Pour comprendre, les enquêteurs retracent l'historique de la famille. Ils découvrent alors que les Siders ont vécu dans plusieurs localités au cours des années précédentes. La famille a changé de résidence à plusieurs reprises avant de s'installer à Hamden. Chaque déménagement rendait plus difficile le suivi administratif
et compliquait la transmission d'éventuels signalements entre différentes juridictions. Mais ce qui intrigue surtout les autorités, c'est l'absence quasi totale de traces laissées par les enfants dans les systèmes habituellement chargés de repérer les situations de danger. Aucun d'entre eux n'était inscrit dans les écoles locales. Or, dans la majorité des affaires de maltraitance infantile, ce sont précisément les enseignants, les infirmières scolaires ou les travailleurs sociaux qui donnent l'alerte. Ici, cette porte d'entrée n'existait pas. Les enfants vivaient presque entièrement en dehors du regard des institutions. Pour les enquêteurs, cette absence de visibilité explique en grande partie pourquoi la situation a pu durer aussi longtemps. L'affaire révèle également les limites du suivi administratif dans certaines zones rurales des États-Unis, où les ressources des services sociaux sont parfois insuffisantes pour détecter des situations aussi exceptionnelles. Les enquêteurs s'intéressent également à un autre aspect fondamental, les naissances des 16 enfants. Selon les premières déclarations rapportées par plusieurs médias américains, Elizabeth Cedars aurait indiqué que les enfants étaient nés dans différents établissements hospitaliers. Les autorités travaillent désormais à vérifier l'ensemble des documents administratifs liés à ces naissances et à reconstituer l'histoire complète de la famille. Cette étape est essentielle, car chaque document retrouvé permet de comprendre comment les enfants ont progressivement disparu du champ de vision des institutions chargées de les protéger. À Hamden, la stupeur laisse place à l'incompréhension. Les habitants tentent encore de comprendre comment une telle situation a pu exister au cœur de leur communauté. Plusieurs voisins racontent avoir aperçu les adultes à différentes occasions, mais presque aucun ne se souvient avoir vu les enfants. Pas de jeux dans le jardin, pas de vélo dans la rue, pas de trajet quotidien vers une école. Comme si toute une partie de cette famille avait vécu cachée derrière les murs de la maison. Pour les autorités, l'affaire Cedars est devenue bien plus qu'une enquête criminelle. Elle soulève désormais une question nationale. Combien d'autres enfants pourraient aujourd'hui vivre dans des conditions similaires sans que personne ne le sache? L'affaire Cedars n'en est encore qu'à ses débuts judiciaires. Au moment où cette vidéo est réalisée, les 4 adultes inculpés ont plaidé non coupables et restent détenus dans l'attente de la suite de la procédure. Les audiences à venir devraient permettre de mieux comprendre les responsabilités de chacun et de révéler ce qui s'est réellement passé derrière les murs de cette maison. Mais au-delà de la dimension judiciaire, une autre bataille commence, celle des 16 enfants. Après des années passées dans l'isolement, ils doivent désormais découvrir un monde qu'ils connaissent à peine, apprendre à vivre en sécurité, apprendre à faire confiance, apprendre à interagir avec les autres, et pour certains, combler des retards accumulés pendant toute une enfance. Les spécialistes savent déjà que ce chemin sera long. Certaines blessures physiques pourront être soignées, d'autres, invisibles, risquent de les accompagner pendant de nombreuses années. L'affaire Cedars rappelle une vérité dérangeante. Les drames les plus terribles ne se déroulent pas toujours dans des lieux abandonnés ou dans les pages des romans criminels. Parfois, ils se cachent derrière la façade d'une maison ordinaire, dans une rue calme, au cœur d'un village où chacun pense connaître son voisin. Et pendant des années, derrière une porte fermée d'Homer Street, ces enfants ont vécu dans un monde que personne ne voyait, jusqu'au jour où un simple mandat d'arrêt a fait tomber le mur du silence.